Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Nous avons l'honneur d'accueillir ce matin Madame Zenaba Katara, membre de l'Organisation des femmes musulmanes, Madame Annette Wango, vice-présidente de l'OFCA, ainsi que notre collègue conseillère principale genre de la MINUSCA, Gladys Atinga, pour parler notamment de la question de la parité 50-50 qui est au centre du débat et du thème consacré à la célébration de la journée cette année. Elles pourront répondre à vos questions sur les efforts qui sont faits par leurs organisations, les efforts qui sont faits par la MINUSCA et l'État pour promouvoir la femme sous tous les angles. Mais nous commençons, comme d'habitude, cette conférence de presse par quelques images qui ont marqué la semaine avec les audiences accordées par le président de la République et le Premier ministre centrafricain au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCA. Comme vous le savez, il est arrivé vendredi dernier. L'image suivante, avec l'ouverture, la rentrée solennelle à l'ENAM. Ça concerne la formation des élèves assistants pénitentiaires et des surveillants pénitentiaires. Mon collègue de la Force, on pose à l'image suivante, mon collègue de la Force vous parlera des statistiques des patrouilles menées entre le 23 février et le 1er mars. Ces patrouilles, comme vous le pouvez voir sur la photo suivante, des patrouilles de la MINUSCA et des FACA qui ont eu lieu à l'ouest et à l'est du pays. La MINUSCA, quant à elle, les casques bleus ont mené des patrouilles dans d'autres villages. Image suivante, notamment à Bakala, à Obo et à Bokombisi. Nous parlerons également de la situation à Obo avec notre collègue de la Force au cas où vous auriez des questions. L'image suivante montre également une mesure prise notamment par les soldats de la paix pour faire face à la violence qui secoue l'extrême est de la Centrafrique, avec des escortes de civils. Sur ces images, sur ces trois photos, vous avez des soldats de la paix qui sécurisent un déplacement de civils sur l'axe Obo-Mboki. Image suivante, avec les statistiques des violations des droits de l'homme, et c'est extrêmement rare et c'est pour cette raison que nous allons le signaler. Il y a eu 42 violations et abus des droits de l'homme entre le 27 et le 5 mars et le nombre de victimes des femmes est supérieur à celle des hommes. C'est rare qu'on constate ce genre de faits. L'image suivante vous montre les endroits qui ont été les plus affectés, les préfectures du Mbomu, de la Ouaka, Bamingui Bangoran, Nanagrebizi et Luampende. Et en bas, les auteurs présumés, les groupes armés, des ex-Seleka, des anti-Balaka et les agents de l'État qui sont également concernés. L'image suivante porte sur des activités civilo-militaires avec une campagne de consultation gratuite au quartier élevage à Bambari par les casques bleus bangladais. Tandis que sur l'autre slide, des remises de matériel scolaire et équipements sportifs à Barma par les casques bleus marocains, ainsi que des fournitures scolaires par les casques bleus bangladais à l'école primaire de Bosemtele. Sur cette dernière slide concernant les activités civilo-militaires, les deux photos de haut, c'est une campagne de salubrité et distribution de pain par les casques bleus camerounais. Ça se passe à Bossangoa, tandis que les trois photos en bas vous montrent une baraque, une cabane qui a été complètement réhabilitée par les casques bleus zambiens, transformée en une maison neuve et remise à une vieille dame de la localité. Et nous terminons par les images de la semaine dans le cadre de la journée internationale de la femme avec cette sensibilisation des élèves du collège préfectoral de Bouar contre les grossesses précoces et leurs conséquences sur les mineurs. Quelques 800 élèves ont pris part à cette activité menée par la composante police de la MINUSCA en présence de la préfète
de la Nanamambéré. Nos invités pourront également parler de ce problème extrêmement grave. Comme je le disais, le représentant spécial est arrivé vendredi dernier. Il a été reçu immédiatement par le président de la République. Il s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères. Lundi, il a eu une rencontre avec le Premier ministre et ce matin, il était reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Au cours de ces rencontres avec les officiels centrafricains, il a réaffirmé l'engagement de la MINUSCA, pour travailler avec toutes les parties et tous les partenaires dans l'application de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Depuis lundi, il rencontre également les diplomates en poste à Bangui. À cet effet, il s'est réuni avec les ambassadeurs de Chine, des États-Unis, de la France et de la Russie, mais également avec le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et chef de la mission de l'UA pour l'Afrique centrale, la MISAC, ainsi que le représentant du secrétaire général de la CEAC. Nous vous tiendrons informés de ces rencontres au cours desquelles la question de l'accord est évidemment posée, mais également l'appui de la communauté internationale à la République centrafricaine. Dans le chapitre des droits de l'homme, comme je le disais tantôt, entre le 27 février et le 5 mars, si on peut revenir sur la slide, entre le 27 février et le 5 mars, la MINUSCA a enregistré 25 incidents d'abus et violations des droits de l'homme, aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Il y a eu 42 victimes, dont 23 femmes. Ces violations et abus ont été enregistrés surtout dans les préfectures du Mbomu, de la Ouaka, de la Bamingui-Bangoran, de la Nana-Grébizi et Louampende. Les violations enregistrées au cours de la période sont des meurtres, des violences sexuelles. Il y a eu 4 incidents qui ont touché 14 victimes, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, des privations arbitraires de liberté, des enlèvements et une destruction de propriété. Les auteurs présumés sont des éléments de groupes armés tels que FPRC, UPC, Fulani Armé, 3R, MPC-FPRC, des groupes criminels du PK5 et des anti-Balaka. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau, il y a eu un agent de l'État présumé. Concernant la justice, la rentrée solennelle des 25 élèves assistants pénitentiaires et 125 surveillants pénitentiaires a eu lieu vendredi dernier à l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. Le recrutement de ces futurs fonctionnaires de l'État centrafricain et leur formation, qui va s'étaler sur 2 ans, sont le résultat du soutien technique et financier de la MINUSCA et du PNUD, mais aussi de partenaires comme le gouvernement américain. L'objectif de ce projet, c'est évidemment la démilitarisation et l'administration pénitentiaire. Jusqu'à présent, ce sont des FACA qui sécurisent les prisons en Centrafrique et l'objectif justement, c'est qu'après cette formation, qu'on ait des civils dans l'exécution de cette tâche. Et grâce à l'appui de la MINUSCA et d'autres partenaires, le concours d'entrée a pu se faire un peu partout sur le territoire centrafricain et a pu toucher l'ensemble des communautés. Et je terminerai par là. Un autre concours à la section pénitentiaire est prévu cette année et l'objectif est de recruter 150 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Comme je le disais tantôt, nous avons ce matin un membre de la vice-présidente de l'OFCA et un membre de l'organisation des femmes musulmanes qui vont nous parler de la question de la parité, 50-50, mais également des efforts qui sont faits et surtout de la situation de la femme par rapport à cette problématique. Madame Annette Ouango, la vice-présidente de l'OFCA, était à Khartoum. Elle pourra, si besoin, et répondre à des questions sur la sensibilisation concernant cet accord extrêmement important. Et ma collègue Gladys pourra parler des efforts faits par la MINUSCA pour appuyer le gouvernement et d'autres partenaires, tels que ces 2 organisations ici présentes,
pour promouvoir la femme et le genre d'une manière générale. Je commencerai par la vice-présidente de l'OFCA. En quelques mots, la situation actuelle. Merci. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Comme vous l'avez si bien indiqué dans vos propos liminaires, vous savez que la femme centrafricaine occupe une très grande place dans la vie active de notre pays. Et pour ce faire, il faudrait que tous les efforts doivent également ne pas omettre d'impliquer la femme dans le processus pour que nous puissions véritablement avoir la paix ou bien essayer de rassembler les différentes parties qui sont opposées dans le conflit. Donc, il faudrait que les femmes soient impliquées pour aider à la reconstruction, à la consolidation de la paix dans notre pays. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'Organisation des femmes centrafricaines, nous avons beaucoup mis l'accent sur, comme vous l'avez dit, sur la parité. Nous avons souhaité qu'il y ait véritablement une parité pour que les femmes également se sentent pleinement concernées dans la gestion de la chose publique, dans la gestion des affaires de l'État et également dans la gestion des affaires de la communauté. Pour cela, je pense que au niveau de l'OFCA, nous avons vraiment soutenu d'abord cette initiative africaine qui a abouti aujourd'hui à la signature de l'accord entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Tout d'abord, nous sommes rendus au niveau des différentes préfectures. Au niveau de Bambari, nous y étions. Au niveau de Berbérati, nous y étions. Et bien évidemment, avec d'autres structures féminines, nous avons essayé de sensibiliser, de parler de cette initiative. Et les femmes également avaient remis leurs desiderata, c'est-à-dire leurs recommandations. Et au finish, nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons mis en place un petit comité. Le comité qui a élaboré des recommandations, ce qui nous a permis également d'amener cela au niveau de Khartoum pendant les négociations. Nous avons remis ça au chef de file à l'époque qui était le directeur de cabinet, actuel Premier ministre. Nous leur avons remis les soucis des femmes. Les soucis des femmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous souhaitons qu'il y ait véritablement la paix pour nous permettre de nous épanouir, pour permettre à nos enfants qui n'ont pas vraiment eu cette chance d'aller à l'école, de reprendre le chemin de l'école, de reprendre leur vie et de vivre pleinement leur jeunesse. Donc, vous voyez, ce sont ces différentes recommandations que nous avons compilées dans un document que nous avons amené au niveau de Khartoum et que nous avons remis à qui de droit également aux partenaires qui nous ont beaucoup appuyés dans ce processus-là. Toutefois, en avant de tout cela, nous tenons à remercier également les partenaires ici parce que pour la mise en œuvre de nos différentes activités, nous avons été soutenus par les partenaires qui nous ont appuyés dans des projets. Précisément au niveau de Kaka Bandro, nous sommes partis là-bas et nous avons formé, sensibilisé des femmes également sur le vivre ensemble, la cohésion sociale, et nous leur avons demandé de toujours se mettre autour de la table, d'échanger quand il y a un problème. Voilà, grosso modo, monsieur le porte-parole, ce que je peux dire sur ce que nous faisons au niveau de notre structure, l'OFCA. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Je me tourne à présent vers madame Katara, membre de l'Organisation des femmes musulmanes. Tout à l'heure, madame Wango a parlé de Bambari, de l'intérieur du pays. Je voudrais que vous nous décriviez aussi l'état et la situation de la femme rurale par rapport à cette problématique de 50-50 et de leur autonomisation. Merci. Je vous remercie, M. Vladimir Montero. Je remercie l'équipe de la MINUSCA qui nous a conviés à cette rencontre. Et aujourd'hui, je viens en tant que représentant de la femme musulmane, bien sûr, mais je me fais
porte-parole des femmes rurales sans voix, si on peut le dire. Nous avons les mêmes réalités pour toutes les femmes en République centrafricaine, quelle que soit leur obédience. Vous sillonnez juste l'arrière-pays, vous allez vous rendre compte que le niveau de la femme, la situation de la femme ne nous permet pas à l'heure actuelle de parler de cette parité 50-50. Nous savons qu'au niveau des autorités, du politique, il y a beaucoup d'efforts consentis. Nous savons que les activités autour de la journée du 8 mars, journée pendant laquelle on met souvent en exergue les efforts des femmes, etc. Nous savons. Mais quand il faut palper les réalités, ce n'est pas encore ça. La femme rurale, en général, la femme musulmane en particulier, dans l'état actuel des choses, a besoin de la paix d'abord. Ensuite, c'est une catégorie des personnes qui portent encore le poids de la pesanteur sociopolitique jusqu'aujourd'hui. Nous avons la pression des hommes sur les femmes. Et quand vous essayez de voir pour la femme musulmane, c'est pire. C'est des situations qui nécessitent des efforts à faire dans ce sens pour essayer de briser ces barrières néfastes qui sont là. Et également, quand vous parlez du bien-être de la femme, pour parler de la parité, il va falloir essayer de jauger le niveau du bien-être de cette femme. Comment la femme rurale fait? La femme rurale qui va quitter sa maison le matin, qui va parcourir des kilomètres pour arriver à sa plantation, à son champ, etc., qui va travailler toute la journée. Et évidemment, rendez-vous compte que ces femmes, souvent, n'ont même pas eu la chance d'avoir une tasse de café à prendre avant d'aller au champ, avant de parcourir ces kilomètres. Et elle va passer toute la journée. Soyez rassurés que au retour, cette femme va revenir avec une charge sur la tête, des produits de cueillette, des produits de récolte. Mais est-ce que nous sommes sûrs que à la fin de la journée, cette femme aurait eu la chance de vendre ses produits et d'avoir $1, si nous parlons de $1 par jour, ça veut dire que c'est l'équivalent de 500 francs CFA. Est-ce que nous sommes sûrs que cette femme sera à mesure, chaque jour que Dieu fait, de faire rentrer les 500 francs qui vont la permettre de faire vivre sa famille? Ça, c'est la question qui se pose. Et si elle a des enfants entre les mains et que demain, ces enfants vont partir à l'école, là-bas, on va demander les cahiers, on va demander les craies, etc., etc. Est-ce que cette femme à elle seule sera en mesure de supporter la charge? Je lance la question. Et d'une part, nous avons maintenant le nombre des veuves avec des enfants à charge très élevé parce que la crise vraiment a affecté la société telle que nous connaissons. Et nous ne pouvons pas rentrer dans ce genre de débat. Mais nous savons que c'est une réalité. Vous allez trouver une femme avec plusieurs enfants entre les mains. Personne ne viendra au secours parce que dans la communauté, dans cette société, tout le monde a des problèmes. Il n'y a personne qui est en mesure de rendre service. Tout le monde tient compte de ses propres efforts et les propres efforts, on ne peut que les résoudre, leur trouver des solutions à partir des travaux champêtres ou des petits commerces. Vous pouvez faire venir votre cuvette de manioc que vous pouvez vendre. Mais si vous n'avez pas un client qui peut quitter, par exemple, la ville pour aller acheter ses produits entre les mains, mais les gens se retrouvent avec leurs produits sur les bras, ils pouvaient échanger avec de l'argent. Les femmes sont abandonnées à leur triste sort, si je peux vous le dire.
Donc, à l'heure actuelle, vraiment, je me réserve. Je ne peux pas raisonner en termes de 50-50 dans l'état actuel des choses, mais nous savons que nos autorités sont en train de faire beaucoup d'efforts. Il y a la loi de parité qui est déjà votée, qui est là, et que les femmes qui sont dans les institutions concernées, habilitées à faire ce travail, ont encore beaucoup à faire pour qu'on atteigne vraiment ces femmes qui sont au fin fond du village, pour essayer de faire remonter leur niveau de vie. Et pour finir, je crois que nous devons également voir comment rendre obligatoire la scolarisation des filles. Parce que si les femmes, les filles ne sont pas scolarisées comme on le veut, même celles qui ont déjà des enfants entre les bras, qui sont devenues filles-mères à cause de l'ignorance, nous pouvons les reprendre et mener d'autres actions, les ramener. Il y a l'alphabétisation qui est là, les pousser doucement à ce qu'elles aient la possibilité d'être formées sur le plan professionnel et plus tard gagner leur vie à travers leurs propres efforts. Voilà à peu près ce que j'avais à lancer, et vous, les journalistes représentés ici, je crois que vous êtes vraiment nos fidèles interprètes auprès de la société. Le débat ne peut pas se limiter au niveau de la salle de conférence ici, mais vraiment vous allez de bouche à oreille essayer de traduire pour que notre voix là puisse atteindre les personnages clés. Je vous remercie et nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, Madame Kataral. Madame Gladys pourra répondre aux questions concernant l'intervention de la MINUSCA. À présent, nous sommes à votre disposition pour les questions. Can I go ahead? Oui, please. Si. Ok, je voulais faire un peu de résumé. Je vois que tout ce que les femmes viennent de soulever ici, les deux sexes, c'est la réalité. Malgré le fait qu'il y a en place un cadre légal qui est la loi sur la parité, il reste encore beaucoup à faire. Et ce sujet dont on traite aujourd'hui, qui est autour de la Journée internationale de la femme, touche vraiment à ce sujet qu'on est en train de parler aujourd'hui et qui porte sur le thème de cette année, la promotion du leadership féminin pour la consolidation de la paix et la promotion de la nouvelle technologie comme levier du relèvement socio-économique de la RCS. On vient de souligner les deux serres. C'est sur le deuxième pilier qui est la participation, intégration et représentation des femmes à tous les niveaux. Et il est inclus dans le processus de la paix, résolution des conflits. Et c'est Madame aussi vient de mentionner les dernières présentations qui touchent qui touche les derniers piliers, qui est le relèvement socio-économique, du mandat. Ça, c'est une des derniers piliers du mandat des femmes, paix et sécurité. Donc, ce qui veut dire que malgré il y a un avancement qui a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Et qu'est-ce que cela va dire? Elles ont déjà souligné qu'on ne peut pas parler de 50-50 sans donner les dispositions nécessaires pour arriver de là. Parce que ça ne veut pas dire qu'on peut avoir cette 50-50 immédiatement. Ça peut prendre du temps. C'est pour cela la côté est 35%. Mais il y a un travail de live à faire avant d'arriver là-bas. C'est une qu'elles ont mentionné, c'est la scolarité. Et c'est aussi la sensibilisation. C'est le changement de mentalité. Et si on voit le sujet, les thématiques qui parlent sur la l'innovation technologique, qui, si on regarde dans la femme rurale, ça veut dire qu'il faut aller au-delà des chiffres, au-delà de la quota. C'est qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parler de comment on peut alléger le travail de la femme, que plus au niveau de la reproduction. Parce que on sait qu'en Afrique, les femmes sont vraiment la producteur qui nourrissent la famille et puissent aller sur le marché informel. Donc, sans la participation des femmes à ces niveaux, pour l'accès à les terrains,
l'accès à les équipements qui peut alléger leur travail, ce serait difficile. Donc il faut voir ces questions de parité au-delà des chiffres, de mettre en place des conditions pour que les femmes puissent aussi faire bénéficier. Sans eux, on ne peut pas survivre. Il faut mettre quelque chose sur la table. Qu'est-ce que MINUSCA a fait? Elle a parlé de la participation de femmes à Khartoum. On sait qu'au niveau des participations, il y a beaucoup de plaidoyers qui ont été faits au niveau du MINUSCA. Au niveau, on a eu beaucoup de missions à haut niveau. Ambassadeur Chergui était venu, Bint Keita et Judith Keita. On a ambassadeur Halal et des UN africains et tout, etc. Tout ça, c'était renforcer les plaidoyers du MINUSCA par rapport à la participation des femmes à tout niveau et surtout dans le processus de la paix et de l'Union africaine. Si vous vous souvenez, on se rencontrait en décembre ici, en 2018, pour parler, c'était dans le cadre de l'anniversaire de 25, dont vous étiez présents avec tous. Et le but de cet forum, c'était d'utiliser ça pour avoir des partenaires autour de table pour voir comment on peut impliquer les femmes à participer très activement et aussi avoir sa place dans tous ces processus de paix qui a eu lieu. Et sur les tables, il y avait la représentation du gouvernement, le MINUSCA, l'équipe pays, l'Union africaine. Donc c'était un forum qui a offert aux femmes centrafricaines une opportunité d'avoir une dialogue franche avec les partenaires pour voir comment cette affaire peut traduire en réalité et qui a donné des fruits parce que, comme vous le savez, au début c'était difficile d'avoir les femmes qui participaient. D'ailleurs, elles ont dit qu'elles sont allées sur le terrain pour sensibiliser les femmes. Et cela a amené les femmes à participer dans la consultation avec l'Union africaine, même s'ils ne sont pas dans les panels, mais pendant la consultation, tous leurs soucis étaient pris en compte dans les recommandations et qui ici permet leur participation au niveau du Khartoum. Même s'il y a des femmes qui sont allées juste comme observateurs, il y a quand même, elles ont vu, il y a d'autres qu'on a eu au niveau du gouvernement qui ont été très actives dans la contribution. Et il ne faut pas oublier, il y a une femme qui sera les pionniers dans les pays, et peut-être dans la plupart des pays africains en conflit, qui a représenté un groupe rebelle, qui était la côté Belenga RG, qui était Mme Esther. Et Esther n'était pas seulement présente sur la table, mais elle a guidé l'orientation des discussions sur la table, et elle a fait une contribution au nom des femmes, parce qu'elle a pu consulter les femmes y aller. Elle a signé à Khartoum, elle est venue ici pour signer. Ça, c'est vraiment un pas qu'on doit les reconnaître. Tout ça, ça fait partie de ces plaidoyers qui continuent à faire. Sur le terrain, on voit qu'au niveau du processus de la paix, dans nos comités locaux, les femmes sont bien impliquées. Ils commencent à impliquer beaucoup. Et donc, on voit que l'implication des femmes au niveau local, ça arrive même 30%, même à 40% dans certains endroits. Mais, comme ces comités locaux ne sont pas partout dans les pays, MINUSCA avait signé l'année dernière une MOU avec le ministère de la Réconciliation, afin aussi d'augmenter, de créer cette structure autour de tous les pays et de s'assurer que le nombre de femmes sont représentatifs également. Donc tout ça, c'est un acquis aussi pour soutenir le gouvernement dans ce processus. On peut aussi parler de quota. Le quota qui est le 35, c'était un chemin à faire. Et vous le savez, comment on s'est battu 3 ans avant d'avoir le 35%. Donc ça, c'est un pas. Bien que si ce qu'on a acquis aujourd'hui, ça peut se servir demain aussi. Mais pour qu'on arrive à 30%, il faut faire l'éducation, il faut faire la sensibilisation, changer la mentalité, l'attitude. Et il faut donner l'accès aux femmes, comme elle a dit, même si c'est le bourse, il faut la toyer le bourse, puis qu'elles puissent arriver là-bas. D'ici 5 ans, on peut dire, quand on va dire on a besoin des femmes à tel niveau, à tel diplôme, on irait à Centrafrique à monter, voilà. Donc, et on a déjà en place, ça fait 2 ans, oui, le compétition sur la femme compétente. On continue
ajouter d'autres. Il y a un compidium qui est en route avec les femmes en tenue. L'association de violence communautaire, on a impliqué trop, on a impliqué beaucoup de femmes, 30%, 45% ailleurs sur le terrain pour qu'elles puissent avoir accès à un petit revenu pour relancer l'économie. Ça, il faut reconnaître ça. Et il y a des projets pour les jeunes à risque, les femmes sont impliquées. Il y a des projets impact, même des marchés de Bimont qui viennent d'être ouverts pour les femmes, réhabilités pour les femmes, c'est pour leur donner l'espace pour pouvoir vider leurs produits économiques comme ils sont en train de parler. Donc tout ça, il y a beaucoup à dire, mais je vous laisse ici. Je crois que ça, après, on peut vous mettre les documents pour comptabiliser tout ce qui a été fait. Je vous remercie. Merci. Priorité à nos invités, priorité à la thématique de la Journée internationale de la femme. Nous prenons les questions. Évidemment, je pourrais répondre aux questions sur l'actualité avec également l'appui de mes collègues. Réseau francophone, les journalistes avaient levé la main et Radio Ndeke-Luka. Merci beaucoup, je suis Pascal Iseur-Boutelé, président du réseau des journalistes francophones. En écoutant ces femmes ici, j'ai une inquiétude par rapport aux parités 50-50. Raison pour laquelle je voudrais poser ma question à toutes ces femmes qui sont autour de la table, de me répondre, est-ce que la République centrafricaine, elle est prête pour appliquer la loi de parité 50-50? Si c'est oui, comment? Si c'est non, pourquoi? Deuxième question, je m'adresse directement au porte-parole de la MINUSCA, M. Montero, le nouveau représentant spécial Edija Bangui. Ses premières déclarations, j'ai lu dans les journaux, il disait que nous sommes là pour, en tant que Nations Unies, nous ne sommes pas là pour diriger qui que soit. Je voulais savoir, est-ce qu'il va continuer le travail abouti par son prédécesseur, puisque les accords de Khartoum, on doit appliquer et on doit respecter aussi sur le terrain. Merci. Merci, Ndeke-Luka. Je suis Jean Magani de Radio Ndeke-Luka. D'abord, ma première question, c'est d'abord aux militantes de la parité qui sont là. Je voudrais savoir, on se rend compte que chaque année, on choisit des thèmes. Et on ne voit même pas l'impact de ce thème. À chaque fois, l'autonomie, demain c'est relèvement, après-demain c'est la technologie de quoi, de l'information. On ne sait pas. Est-ce que souvent, vous qui militez pour le bien-être des femmes, est-ce que vous tenez compte de l'impact de ce que vous demandez quand votre thème que vous choisissez souvent n'a même pas d'impact sur la vie qui vient ces femmes? Aujourd'hui, vous militez, vous plaidez pour l'implication de la femme rurale. Vous pensez qu'aujourd'hui, la femme rurale, elle est vraiment capable d'apporter un plus pour le redéveloppement de ce pays, du moment où la majorité n'a pas été à l'école, la majorité est dépourvue, est dans la forêt. On a compris votre question. La deuxième? La deuxième question. C'est maintenant, je m'adresse à vous, porte-parole. J'ai quelques préoccupations. Vous savez, l'actualité oblige. Aujourd'hui, il y a des mouvements de mécontentement des groupes armés par rapport à la publication du gouvernement Ribada. Quelle est aujourd'hui la réaction d'abord de la MINUSCA face à cette menace pour ceux qui ne pouvaient pas prendre part ou participer au gouvernement? Et comment la MINUSCA aussi compte aider le gouvernement dans ce pari? Merci. Merci. Vous pouvez répondre aux questions. Voilà. Oui, allez-y. Ok, d'accord. Allez-y, madame. Oui, merci. Ndeke-Luka. Vous avez très bien perçu le fait que chaque année, il y a des thèmes qui sont choisis et ce sont des thèmes choisis au niveau international. Mais au niveau international, chaque pays aussi a la latitude
de voir ces contextes et de retenir le thème qui convient au contexte de l'heure. Et je ne sais pas si la situation de la République centrafricaine est exceptionnelle dans son genre. Je ne suis pas sûre, mais à mon avis de la vie, c'est une situation exceptionnelle parce que nous faisons, d'une manière générale, nous faisons 10 pas en avant et sur les 10 pas, il faut faire 30 pas en arrière. Tout ce qui se passe comme crise, comme troubles sociaux, politiques, etc., c'est la femme qui subit la majorité des effets pervers de ces différentes crises. La femme qui pouvait même faire sa culture maraîchère non loin de sa maison, le temps de finir là-bas et de revenir, continuer à préparer pour les enfants qui vont revenir de l'école, n'aura plus cette possibilité. Et quand elle quitte, par exemple, la maison dans un pays, elle fait 5 km pour se retrouver au champ avant de revenir, elle est déjà exposée à toutes sortes de viols, de violences, etc. Et elle se retrouve seule devant ces différents problèmes. Il n'y a personne pour la soutenir. Ça, quand vous dites que ceux qui sont connus auteurs de viols seront poursuivis, mais au niveau de la République, vous allez trouver ce bourreau-là où le bourreau, le violeur, il va poser son acte, il se retire, il disparaît dans la nature. La femme n'y peut rien. Et quand elle revient, et que c'est une information qui sera connue de la société dans laquelle elle est, c'est fini pour elle. Ça, c'est des aspects. Vraiment, on pourrait prendre le temps pour décortiquer tout ça. Bref, nous n'allons pas dire que c'est parce que les différents thèmes choisis n'ont pas encore eu d'effet. Nous qui avons la chance d'être auprès des autorités capables de prendre des décisions, de chercher à améliorer, nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons des organisations comme l'OFCA, l'organisation des femmes, des différentes confessions religieuses, etc. Nous n'allons pas vraiment baisser les bras, sachant que nous n'avons pas tous les moyens. Mais de bouche à oreille, nous allons continuer les sensibilisations. Ça, ce sont nos petites contributions à cette transformation de la société, de la mentalité qui existe. Et la deuxième question, je ne la retrouve pas. Je vous laisse la partie là. L'autre va parler de 50-50. Avant que je ne parle de 50-50, je voudrais réagir à l'interrogation de la radio Lekemuka par rapport aux différentes thématiques qui changent annuellement. Vous savez que les différentes thématiques qui changent annuellement, comme l'a dit Mme Zinama, c'est par rapport à chaque pays également qui peut adapter ou bien prendre un thème par rapport à son contexte. Mais toutefois, moi j'ai une autre vue de la question. Je m'interrogeais moi-même, je me dis, mais si on change les thèmes chaque année, quels sont les indicateurs qui prouvent que voilà, tel thème a atteint son objectif? Il nous faut ce qu'on appelle une absence de suivi. Une absence de suivi, on attend seulement quelques jours de la journée de la femme, on fait ces différentes conférences, on essaie de conscientiser les femmes, de dire que voilà, dans quelques jours, c'est votre journée, tout et tout. Et après le 8 mars, qu'est-ce qui se passe? Après le 8 mars, on ferme tout. Alors que c'est après le 8 mars qu'on va commencer à préparer le 8 mars de l'année qui va venir. Donc il y a un problème de suivi qui se pose à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est le thème choisi au niveau du gouvernement. Nous ne faisons que subir le thème et nous devons tout faire pour mettre en œuvre le thème choisi par le gouvernement en appuyant les femmes pour qu'elles puissent vraiment se sentir femmes et également essayer de retrouver le nom de femme qui leur appartient. Pour répondre à la question de monsieur de la radio francophone, de la presse francophone, il dit est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au slogan de 50-50, est-ce que la RCA était prête pour appliquer la RCA? Je vous réponds en non.
je vais vous dire que vraiment, parler de 50-50, appliquer la parité, je pense que c'est un processus. C'est un processus et, comme l'a dit madame tout à l'heure, il y a un cadre légal qui est déjà là, mais vous savez que c'est le respect des dispositions que nous prenons qui pose problème. Vous voyez même la constitution de la nouvelle équipe. Vous savez que c'est, on a dit jusqu'en 2030, en 2030, il faudrait qu'on ait les 35%, bien les 30% de femmes, même dans le gouvernement, on n'a pas eu ce 30%. Vous savez que c'est un problème. Donc il faudrait qu'on continue à faire ce plaidoyer, à interpeller la conscience de nos gouvernants pour qu'ils puissent vraiment ne pas omettre la femme, puisque la résolution 1325 fait elle demande à chaque État partie signataire de respecter cela. Donc nous sommes là, c'est pas une imposition, nous faisons un plaidoyer pour que les gens qui nous gouvernent puissent vraiment tenir compte de cela et permettre à la femme également de s'assumer en essayant de les responsabiliser pour que progressivement nous puissions atteindre cette parité-là. Et tout à l'heure, la radio de Véluga, il y a une question subsidiaire. Vous savez que les femmes qui sont dans l'arrière-pays, vous avez dit que est-ce que parler de 50-50 avec les femmes qui sont dans l'arrière-pays, est-ce qu'elles sont prêtes et plus dans la mesure où elles n'ont pas été à l'école? Je pense que ce que nous faisons également, nous sommes en train de faire une école de seconde chance que nous donnons aux femmes, c'est que nous faisons de l'alphabétisation. Il ne faudrait pas que nous dénigrions nos soeurs qui n'ont pas été à l'école. Par exemple, ma mère n'a pas été à l'école, elle prenait sa Bible, elle les mettait à l'envers, mais nous demandait de venir faire notre devoir. Et nous, on était là. En faisant les devoirs, on pensait qu'elle lisait sa Bible alors qu'elle ne savait même pas. Vous voyez? Donc il faut encourager ces femmes-là à reprendre. Après, elle s'est réinscrite à l'école, quand on a appelé l'école, elle s'est réinscrite, elle a mis son CP, vous voyez. Donc il faut encourager ces femmes qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école dans leur jeunesse, mais au moins pendant leur âge adulte, elles peuvent aller sur les bancs de l'école. Cela leur permet de savoir faire des petits calculs, de savoir gérer leur quotidien, de gérer leurs enfants et également de demander à nos filles, à nos enfants de ne pas avoir le même comportement qu'elles, c'est-à-dire d'abandonner l'école pour ne pas vivre dans le même état qu'elles sont. Donc je pense qu'on continue à sensibiliser nos femmes qui ne sont pas trop alphabétisées, on les encourage à aller à cette école de seconde chance. Merci. Très rapidement Gladys et ensuite je réponds aux questions. C'est juste pour ajouter que le thème, je crois que c'était bien choisi parce qu'on a dans le processus de la consolidation de la paix et qui est la priorité du pays, comme vous le savez tous, et le relèvement socio-économique. Donc je crois que bien que c'est basé au niveau international, mais ça c'est la priorité du pays. Ça dépend comment on gère ce sujet. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut un suivi pour s'assurer que ce thème est effectivement mis en application. Je veux aussi ajouter que est-ce que RCA, comment il va appliquer ça? Comme elle vient de le mentionner, c'est un processus qui va prendre du temps. Mais il faut mettre en place des mécanismes pour arriver là. C'est qu'il faut penser au niveau de l'éducation des filles, comment on a employé les bourses, donner eux accès, une condition propice. On vient de parler des enfants qui prennent des grossesses. Il y a des enseignants qui ont aussi des enfants, on le sait. Toutes des pratiques méchantes, il faut vraiment travailler la mentalité, comportement, et mettre en place des lois dures pour s'assurer que ces femmes-là, quand elles commencent jusqu'à 6e, elles veulent jusqu'à 6e, après c'est des grossesses partout. Et il y a des élèves qui ont aussi des élèves. Donc tout ça doit être pris en sérieusement et aussi à donner les femmes aux moyens. Parce que les femmes, on voit le milieu rural et même ici, les femmes avec les décès de nos maris, de frères et sœurs, le fardeau de la femme est trop maintenant, c'est trop. Donc si on ne donne pas les femmes les moyens, qui est le relèvement de socio-économique, il faut mobiliser beaucoup de fonds, il faut les aider à transformer des nourritures, préparer, mais il faut qu'il y ait aussi le développement. S'il n'y a pas de route, on va s'en sortir de ces nourritures pour aller vendre. Donc tout ça, c'est on doit mettre en place des mécanismes pour arriver les 35%. Et si on soutient la femme, elle va soutenir sa fille à terminer. Elle va payer la scolarité parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont obligées de prostituer juste pour aller payer leur bourse et on leur connaît que ça existe.
Donc c'est une réalité. Tout ça, ils sont capables de le faire, sauf qu'on doit mettre en place ces choses pour arriver. Et quand on parle, si les femmes rurales sera capable, parce qu'elle n'a pas besoin de parler français ni l'anglais. Vous avez une langue ici, vous êtes chanceuse, qui vous réunit tous, la langue de cohésion sociale, qui est le Sango. Tout le monde parle le Sango. Il faut éduquer la femme dans sa propre langue, qu'elle connaisse ses droits, qu'elle connaît, elle comprend la politique. Pourquoi? Tu dois comprendre pourquoi je vote pour quelqu'un. Si je comprends, et on m'a donné cette opportunité de dire, j'ai voté pour toi, de te demander qu'est-ce que tu as fait pour moi. Tout ça, c'est la conscientisation qu'on doit faire. On n'a pas besoin d'apprendre à lire le français ou écrire en anglais. Non, ce qui est important de comprendre la politique de notre pays, la façon de faire les choses, et d'être capable d'avoir l'accès de dire ce que j'ai à dire et de comprendre ce que je dis. Là, ça va marcher. Donc il faut aller au-delà de les chiffres. Donc quand on dit de 55 ans, ça veut dire que tout le monde est de niveau de compréhension, tout le monde doit être de niveau d'accès, que ce soit sur le terrain ou non. On voit que dans la code électorale qui est sur place, maintenant, il y a des femmes qui ont plaidoyé avec le soutien de la mission et les autres qui payent. On a maintenant un code qui est gens sensible. Tout ça, c'est une opportunité, c'est une façon de rentrer dedans. Et je vais vous dire une chose, et je vais toujours répéter, on ne serait jamais arrivé pour être nommé jusqu'à 30, même 20%. Non. Il faut que les femmes vont en élection. Et aller en élection, c'est dire acheter. Les femmes n'ont pas pour acheter. Ça, c'est une réalité. Donc, même les femmes ne vont pas voter pour les femmes parce qu'elles n'ont rien pour leur donner. Donc, on nous trompe. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un disait au Cameroun, c'était deux pagnes avec 10 000 francs pour une femme. On dit au Congo, c'est 100 francs, 1000 francs. Imaginez. Mais elle dit, je prends ça juste pour aller acheter des beignes pour mon enfant. Mais qu'est-ce que ma sœur va me donner? Donc c'est à travers les élections, quand on serait au Parlement, largement à un niveau représentatif, on pourrait aussi aller de là. Donc, vous aussi les journalistes, vous parfois vous nous descendez, c'est à vous de faire ce travail bien pour aider les femmes, vos sœurs, vos mères, pour arriver là-bas, à sensibiliser les gens. Et quand une femme aurait tous ses moyens, elle ne serait pas manipulée. Ça, ce serait fini. Parce qu'elle comprend. Donc, je vous laisse ici. Merci. Très rapidement, concernant le travail du représentant spécial du secrétaire général, comme il l'a dit dès son arrivée, en s'adressant à la presse, à la présidence de la République, au Palais de la Renaissance, l'objectif, c'est de mettre en œuvre le mandat de la MINUSCA, mais aujourd'hui, notre chantier, c'est le chantier également de tous les partenaires, c'est d'appuyer dans l'application de cet accord historique qui a été signé le 6 février. Et ça me ramène à la question de Radio Ndekeluka qui parle de mécontentement. Évidemment, la MINUSCA suit cette question en tant que facilitateur, en tant que signataire, comme facilitateur de l'accord ici à Bangui, mais aussi pour avoir accompagné l'Union africaine lors des pourparlers à Khartoum. Comme il a été dit, le processus d'inclusivité se poursuit et les discussions sont en cours. Nous sommes en contact, quand je dis nous, c'est le leadership de la MINUSCA avec les autorités centrafricaines. Et hier, vous avez certainement reçu cette déclaration du président de la Commission de l'Union africaine qui demande aux partis de s'en tenir à cet article 34 concernant les dispositions de résolution de tout différent. Et nous réitérons ce message. Il n'y a pas de raison que des actes violents ou moins violents, mais qui créent une certaine panique, comme l'érection de barricades, soient mis en place. Donc, nous invitons les partis à garder ce calme et à garder cet esprit qui a prévalu à Khartoum, où les gens ont fait, pas le plus dur, parce que le plus dur c'est l'application, mais à Khartoum déjà, les jalons ont été
posée et un pas a été franchi, comme le dit ici à côté de moi la vice-présidente de l'OFCA. Tribune d'info, Guiraï FM, on reviendra tout de suite pour répondre, pour compléter la question. Tribune d'info, Guiraï FM et Agbangba. Merci, monsieur le porte-parole. Juno Séraphin Gokouzou, de Tribune d'info. Aujourd'hui, plusieurs groupes armés signataires de l'accord de Khartoum rejettent en bloc la configuration du gouvernement Rebada, hormis le retrait d'un leader de parti politique, y compris les syndicats qui demandent aussi l'annulation de ce gouvernement. Et ces groupes armés menacent, à travers l'ultimatum, de lancer de nouvelles frappes intenses, ce qui va naturellement perturber la cohésion sociale. Quelles sont, selon vous, les mesures de prévention sur lesquelles on peut compter pour éviter qu'il y ait de nouvelles crises? Parce que là, ce sont des signes avant-coureurs de nouvelles crises en Centrafrique. Bon, maintenant, je me dis, est-ce que Madame Annette Douango, elle seule ne pourrait pas défendre, disons, parler de la femme centrafricaine, puisqu'elle vient au nom de l'organisation des femmes centrafricaines, pour se faire assister Madame Zenaba Katara, venue quant à elle au nom de l'organisation des femmes musulmanes, ce qui me fait penser à une plateforme des confessions religieuses. Et du coup, vous voyez que dans ce propos liminaire, elle s'est rebuffée derrière la femme rurale. Donc la question, c'est de savoir si Madame la vice-présidente de l'OFCA, elle seule ne pouvait pas tenir cette conférence de presse pour se faire assister d'une seule représentante de la confession religieuse. Guiraï FM là-bas et ensuite Agbangba. Merci. C'est Simplice Sinclair Doyoan de Guiraï FM. Je vais d'abord m'adresser aux activistes des femmes. Et vous avez tout à l'heure parlé de la situation difficile des femmes rurales. Et donc, vous avez mis en perspective la scolarisation. Mais au-delà de la scolarisation, quelle action ou bien quelle perspective avez-vous pour aider à émanciper les femmes rurales de la République centrafricaine, au-delà de cet aspect de scolarisation? C'est la première question. Et puis, les deux questions vont à l'endroit du porte-parole de l'UNESCA. Toujours sur la situation dans le pays, l'actualité dans le pays. Juste après la formation du gouvernement, on a vu qu'un groupe armé se trouve à Zoukombo. Ils ont barricadé la route. Sachant que cet axe est le poumon économique de la République centrafricaine. Si ça perdure, il y aura l'incidence sur les produits de première nécessité ici à Bangui. Quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises pour éviter que cela perdure, ça joue sur l'économie? Et je vais à l'intérieur du pays, toujours je vais à Obo. Il y a une semaine de cela, les femmes de Obo ont manifesté. Parce qu'il y a eu des cas de violence, des cas de meurtre ciblés contre une communauté, des cas de meurtre aussi sur des axes. Ces femmes ont demandé le renforcement des forces du FACA qui sont là-bas, et aussi de demander à la MINUSCA d'aider à sécuriser le pays. Qu'est-ce qui se fait? Où en est-on en ce moment? Qu'est-ce que cette population, ces femmes de Obo, peuvent entendre pour adoucir un peu leur inquiétude? Merci. Agbangba ici à côté. Merci, moi c'est Gaël Moukalangandi Agbangba. Les différentes interventions ici m'amènent à pousser une réflexion qui pourra prendre vers la fin une dimension interrogatoire. Donc poser la question directement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais sans cette réflexion, est-ce que cette question pourrait avoir son sens? On va la comprendre. Voilà. Parler du genre. Qui dit genre dit homme, petite h, et femme. Les Nations Unies ont bien fait de déclarer une journée internationale de la femme. Habituellement, on voit les femmes se retrouver dans des foires, échanger, font leur exposition. Là, c'est bien. Maintenant, la dimension interrogatoire.
si ces Nations Unies la mettaient, déclaraient aussi une journée internationale des hommes, est-ce que ça ne pouvait pas créer un cadre pour les hommes de se retrouver afin de s'auto-sensibiliser pour le respect de cette terminologie de 50-50? Très bien, merci beaucoup. Avant de passer la parole, ensuite je reviendrai sur les questions d'actualité. Concernant le choix des invités, on aurait même pu augmenter. L'idée d'ailleurs, ce n'était pas que l'OFCA et l'OFM, c'était d'avoir une parlementaire autour de cette table. Cela n'est pas possible parce qu'ils sont en ce moment en plein processus d'élection du nouveau bureau. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir une diversité de voix qui permet de faire différentes lectures et de se pencher chacune dans son domaine ou chacun lorsqu'il s'agit d'hommes, d'intervenir sur un domaine particulier. Nous avons demandé à Madame la vice-présidente de l'OFCA de parler d'une manière générale de la problématique 50-50 et également la participation au dialogue. Et nous avons demandé à Mme Zenaba Katara de parler de la femme rurale. Donc, c'est pour enrichir le débat. Ceci étant, je vous passe la parole pour les questions. Nous allons commencer par vous, Mme Zenaba, pour les questions concernant la journée. Ensuite, je répondrai à l'actualité. Ok, merci. Avant de répondre à d'autres questions qui nous touchent directement, dès que nous cas, il y avait une deuxième question à laquelle on n'avait pas répondu, si vous avez mon mémoire. Oui. Vous avez posé la question de savoir quel est le rôle de la femme rurale quand elle produit dans le processus est-ce qu'elle contribue au développement. Ça, nécessairement, nous n'avons même pas raison de chercher de le dire à 14 heures. À partir du moment où, au niveau central, nous savons que tout ce qui concerne la consommation quitte l'arrière-pays pour arriver ici. Nous n'avons pas de champs au niveau de Bangui, par exemple. Ça veut dire que chaque femme, malgré sa souffrance, se bat pour entretenir un champ quelque part. Et ce sont ces produits de récolte qui sont amassés et mis dans les véhicules pour que ça parvienne. Et nous, ici, nous sommes les femmes de la capitale, donc on est là, on arrive, on revient du travail, on mange tout simplement. Mais il faut sillonner l'arrière-pays pour palper les souffrances dans lesquelles les femmes réussissent à faire mourir cette population urbaine. Donc, bref, je voulais juste vous rappeler, parce que vous n'avez pas eu votre réponse tout à l'heure. Je reviens à monsieur de la tribune Info. Ok, donc il voulait savoir pourquoi j'ai pas parlé, ce serait plutôt les femmes de la confession, de la plateforme religieuse qui devaient être là. Et je crois que monsieur Vladimir a déjà donné les explications. Mais j'ajoute juste un saupoudrage. Dans ma profession, j'ai eu la chance de sillonner toute la République centrafricaine. Et ça, je le fais dans une année, je peux sillonner 4-5 préfectures, sous-préfectures, je vais jusqu'au fin de village parce que c'est par rapport à ma profession, je suis obligée de faire avec tous les risques possibles. Même ces groupes armés qui sont là dans l'arrière-pays, parfois j'arrive, je discute avec ces personnages. Il suffit d'instaurer un dialogue et je crois qu'on n'aurait pas tous ces problèmes. Bref, nous n'allons pas entrer dans la politique, nous sommes là pour voir, pour dire tout haut ce que les femmes font. Elles contribuent au développement de ce pays, mais leur contribution n'est jamais valorisée. Alors pour réussir, nous n'allons pas attendre à ce que
la fille qui est née à Obo, par exemple, puisse venir à Bangui ici pour se prétendre être centrafricaine. Non. La politique souhaiterait que vous faites la proximité. Vous allez développer les régions là-bas. Les enfants, les jeunes qui grandissent, trouvent devant eux la possibilité aussi de s'épanouir. Même s'il y a des commerçants qui vont aller jusqu'au fin du village là-bas, acheter ces produits, venir les vendre à Bangui, ça c'est déjà une bonne chose. Les structures sanitaires, à l'heure actuelle, nous sommes au 21e siècle, la femme qui veut mettre au monde un enfant qui amène un personnage de plus, qui sera peut-être un premier ministre demain, un chef d'État demain, un médecin demain, meurt pendant l'accouchement. Pendant qu'elle meurt, elle va abandonner les 10, les 11, les 12 enfants qui sont déjà nés, et ces enfants-là sont abandonnés à leur histoire. Voilà déjà le problème de l'éducation commence à ce niveau. C'est pas normal. Les structures sanitaires, toutes les structures devaient être, je ne sais pas comment l'expliquer, projetées au niveau de la population de l'arrière-pays pour que cette population à l'arrière-pays bénéficie des mêmes chances, des mêmes avantages que la population urbaine. Voilà comment nous les femmes, parce que nous portons les grossesses, même les enfants qui prennent les armes, ce sont nous femmes qui les mettons au monde. Et nous ne voulons pas que, parce que nous avons mis au monde, qu'on perd cet enfant. Chaque enfant doit servir son pays, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, pour finir, au niveau, oui, Abamba, parlais-tu? Non. Je voulais, la Guira FM. Abamba, une journée internationale de l'homme. Ah, d'accord. Ça va. Ça va. Ça, je vais laisser. Oui, je voudrais juste dire un mot à Guira FM qui s'interroge pour dire, à part la scolarisation, qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre aux femmes rurales de s'émanciper davantage. Je pense que Mme Katara l'a un peu dit. Vous savez qu'au niveau de notre plateforme de l'OFCA, nous avons des objectifs bien précis et nous intervenons dans plusieurs domaines. Par exemple, pour une femme qui se trouverait au niveau de l'une de nos structures déconcentrées, c'est-à-dire de nos branches ou antennes au niveau des préfectures, nous pouvons faire la sensibilisation. Nous faisons la sensibilisation sur le domaine en matière sanitaire, en matière des droits de la femme, en matière d'autonomisation, en matière de cohésion sociale, parce que vous savez que nous sortons d'une situation vraiment très très difficile, donc nous sommes obligés d'intervenir dans ces différents domaines pour aider les femmes. Mais vous savez que tout ne tourne pas nécessairement autour de la scolarisation, mais il y a également l'agriculture, le petit commerce. On aide ces femmes-là par nos moyens et également en sollicitant l'appui des partenaires techniques et financiers. Par exemple, j'étais à Bergerati, j'ai vu le travail formidable qu'avait fait la MINUSCA là-bas. Ils ont construit la maison de la femme, ils ont bâti la maison de la femme, ils les ont équipés en machine à coudre, Donc vous voyez, c'est pour permettre à ces femmes-là d'être plus autonomes. On les aide, et puis il y a une école privée qui vient, qui demande leur service pour coudre les tenues des enfants. Vous savez, ça génère des ressources et ça aide ces femmes. Donc, je pense qu'en plus de la scolarisation, que nous souhaitons que chaque femme, que chaque fille, que chaque enfant, puisque c'est l'OFCA, c'est le couple mère-enfant, donc nous voudrions que ce couple-là soit vraiment à même de se prendre en charge par le biais des différentes activités que nous menons pour le bien-être. Parce que tout ce que nous recherchons, en fait, c'est le bien-être de la population, le bien-être de la personne. Merci. Ok, je commence d'abord par pourquoi les journées internationales pour les hommes. Vous avez les journées de la terre, n'est-ce pas?
Donc, vous pouvez utiliser cette journée pour promouvoir quelque chose, pour le soutenir. Et il ne faut pas oublier, tout ce qu'on lutte, c'est la lutte de la femme, c'est pour la famille. On a eu la loi, le congé parental, c'est comme ça qu'on a commencé. Et maintenant, les hommes, ils ont accès au congé parental à même niveau que les femmes est payées. Donc tout ça, c'est quand notre lutte, c'est pour la famille. C'est pas individuel, c'est pour nos maris, nos enfants, garçons et filles, et la famille entière. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez utiliser la journée de la paix pour nous soutenir dans plusieurs choses, pour avancer. Je voulais aussi dire que OFCA, c'est une organisation qui englobe beaucoup des organismes des femmes. Donc, et ces femmes-là, la plateforme religieuse, ce sont les mêmes femmes que vous trouvez dans OFCA et vous trouvez dans la communauté musulmane. Donc, c'est à eux de retourner et de partager avec les femmes. Je vois que même il y a des femmes qui m'appellent et disent « Ah, nos femmes viennent pour ça, il y a encore plaisir, on ne peut pas prendre tout le monde. » Donc, chacun à son tour. Donc, eux, en retournant, ils vont partager, ils concertent avec les autres. Ce sont les mêmes femmes qu'on trouve en LCA dans toutes les structures. Sans nous, ça c'est une réalité. Et l'autre, l'éducation, elles ont déjà parlé, mais je vais aussi ajouter et renforcer l'accès aux filles à la bourse. C'est très important. Très, très important. Et ça, c'est fait dans les 35% de quota doivent s'appliquer à l'éducation. Et ça donne le point de départ. Et la conscientisation, les réformes dans les systèmes scolaires, le code de conduite pour punir les enseignants. Ce n'est pas quand ils font des choses, on prend ça, on les transfère ailleurs. Il faut même transformer. Je vais vous dire un exemple du Ghana. On a fait en sorte que quand vous avez obtenu votre diplôme, c'est à vous. Mais l'État doit vous donner les permis qui vous permettent de pratiquer. Donc quand vous commettez un délit, on retire les permis. N'importe où vous ne pouvez pas participer. Le diplôme, c'est à vous. Mais les permis, c'est pour l'État. On doit, ça c'est de nous, on a besoin de réformes scolaires au niveau de l'éducation. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, concernant Obo. La situation à Obo, elle est très sensible. Pour ne pas dire dans la région d'Obo en fait, pas dans la ville en tant que telle, mais dans la zone, surtout pour les populations qui se déplacent. Elle est sensible. Il y a eu des violences, il y a eu des civils tués. La MINUSCA, notamment le chef du bureau régional, travaille avec les responsables locaux, le préfet, pour essayer d'apporter une réponse à cette situation. Tout à l'heure, lors des statistiques, nous avons parlé de l'Est avec 617 patrouilles de nuit, de jour, et y compris des patrouilles MINUSCA-FACA. Mais dans cette partie-là, qui se situe à l'extrême sud-est du pays, les routes sont pratiquement impraticables. Et un déploiement de troupes additionnelles prendrait du temps. Du coup, les réponses immédiates apportées par la force sont notamment des escortes. Lorsqu'il y a des populations, des commerçants qui doivent se déplacer d'une localité d'Obo vers Zemio ou Mboki, il y a cette concertation qui est faite avec la force pour essayer de sécuriser les populations. Ce sont des éléments armés. Vous savez que c'est une zone où dans le passé, peut-être jusqu'à présent, l'armée de libération du Seigneur, la LRA, était ou reste active. Ce sont des gens qui ont un modus operandi qui attaquent et qui se réfugient dans les forêts, dans cette zone. C'est assez sensible, mais nous essayons de répondre à cela avec ces mesures que je viens ici d'énumérer. Concernant Zukombo, avec la réaction du FDPC suite à l'annonce du gouvernement qui a été annoncé dimanche dernier. Vous le savez, et ça permet de répondre aussi à Tribune d'Info, nous avons un mandat. Nous avons un mandat, et ce mandat, vous le connaissez,
c'est pour protéger les populations, c'est pour protéger les institutions. Et par rapport à cet incident à Zukombo, nous étions présents, la force était présente, mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans un processus de dialogue qui doit être continu, nous avons un cadre qui prévoit la résolution des différends sur l'accord, c'est l'article 34, restons dans ce dialogue. Et c'est grâce au dialogue et aux interventions faites localement que, et c'est une information que la force m'a transmise ce matin, que ces barricades vers Zukombo ont été levées, grâce justement à ce dialogue. Mais, qu'à cela ne tienne, nous allons poursuivre dans ce sens. L'appel de l'Union africaine, nous y souscrivons complètement, mais la force, la MINUSCA est là aussi pour appliquer son mandat, le recours à la force, mais nous le répétons toujours, le dialogue est essentiel et nous sommes à fond derrière. Je pense qu'un observateur, un acteur de la société civile, Madame Montaigne, ici présente, voulait poser une question. Le micro est là. Merci, je me présente, je suis Madame Montaigne, présidente de l'Académie de la paix, et je voulais saluer le débat autour de la question du 50-50 et au-delà de ça, du rôle de la femme dans la société. En vous écoutant, chère Madame, je pense que les questions de principe méritent peut-être d'être étayées par rapport à vos interventions. Y a-t-il aujourd'hui en République centrafricaine un principe d'égalité pour les femmes en vertu duquel que la femme se trouve en zone urbaine ou en zone rurale, on lui reconnaît un certain nombre de droits. La participation en fait partie autre. L'occasion pour moi, en vertu de ce principe d'égalité des droits de la femme, d'interroger la souffrance des femmes qui sont en zone occupée. Quelle réflexion pour les femmes en zone occupée? Comment parler de participation? Comment parler d'autodétermination, d'autonomisation si on est en zone occupée? C'est une réflexion de fond pour toute la société et l'occasion pour nous, Académie de la paix, de soulever cette question et de pouvoir y réfléchir dans le cadre de l'application des accords signés à Khartoum. Je n'étais pas à Khartoum, mais j'ai suivi Khartoum. Et je voulais rappeler que autrefois, dans une ancienne vie, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, en 2014, j'ai élaboré une stratégie de consultation à la base du Forum de Bangui et la Commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation qui a annoncé. Quel est le rôle de la femme centrafricaine dans cela? Étant entendu qu'il est important de ne pas mélanger les niveaux. Le rôle des leaders politiques, des leaders du gouvernement, et des militaro-politiques n'est pas le même que les citoyens. C'est pour ça que c'était une vision de construction de la paix à 3 dimensions. Premier niveau, le dialogue politique au sommet. C'est ce qui vient se passer au Khartoum. Au milieu, la justice, parce qu'on ne peut pas impunément mettre les personnes en difficulté et ne pas y répondre. C'est à ce que l'on parle de l'autorité de l'État. Vous voyez, on fait des incantations généralement, autorité de l'État, mais on ne l'a pas. Parce que la justice n'est pas appliquée. À la base, réconciliation nationale, parce que les voisins d'hier qui vivaient ensemble en bonne intelligence, qui se mariaient, qui convolaient en juste noces et qui aussi travaillaient ensemble, se sont méfiés les uns des autres parce qu'il y a une confusion. Donc, une fois cela étant dit, on est allé dans les processus jusqu'au forum de Bangui. Les militaro-politiques et également les gouvernants font partie de la société. Donc, ils sont à la fois au niveau du dialogue au sommet et de la réconciliation là-bas, parce qu'ils ont aussi des familles, ils sont des familles. Après, on a eu l'accord du forum, en marge du forum, après la cessation des hostilités à Brazzaville. Donc, nous avions là un exemple de ce qu'on peut considérer comme un référendum populaire du peuple souverain qui avait déjà statué. Donc, on a réouvert le débat après que le peuple centrafricain ait statué, et notamment, particulièrement les femmes. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, je trouve que d'ailleurs, on a ouvert ce dossier, c'est très important que les femmes soient là
pour qu'à partir des femmes, on puisse travailler. L'Académie de la paix va prendre l'initiative pour travailler autour les femmes qui entourent les leaders des groupes armés, les femmes de la vie des groupes armés, la mère de quelqu'un qui est dans un groupe armé, son épouse, sa soeur, sa fille ou sa grand-mère. Ces 5 femmes autour des groupes armés, il y a un travail à faire dans la société pour sensibiliser et nous permettre d'aller tous vers l'application de cet accord, parce que toutes ces personnes autour de ces 5 femmes, si ces groupes armés aiment leur mère, leur épouse, leur soeur, leur fille, leur grand-mère, ben, elles aimeront la société pour y arriver. Donc, principe d'égalité, j'aimerais savoir si le FCA, en lien avec le gouvernement, a identifié cela, j'aimerais bien être édifié. Les politiques publiques qui s'appliquent aux femmes en fonction de ce principe d'égalité des femmes sur tout le territoire, la protection de la femme vis-à-vis de la sécurité et l'autonomisation, je pense que Mme Zenaba Katara a commencé à nous donner quelques aperçus. Mais ce qui est important au final, c'est qu'au niveau du développement local, partout, la femme est au niveau local. Qu'elle soit allée à l'école, qu'elle soit pas allée à l'école, qu'elle ait une activité aujourd'hui ou pas, s'il y a des politiques publiques, on pourra l'occuper à pouvoir relever, contribuer au relèvement national. C'est un peu long, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Malheureusement, nous avons dépassé le temps imparti à la conférence de presse de 20 minutes, en raison justement de l'intérêt, mais nous retenons surtout cette initiative pour la promotion de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, avec ce travail avec les femmes autour des membres des groupes armés. Et je voudrais encore une fois remercier la vice-présidente de l'OFCA, cette membre de l'Organisation des femmes musulmanes, l'Académie de la paix, la conseillère paix, la conseillère genre de la MINUSCA, et à vous tous, mesdames, messieurs les journalistes, ainsi que ceux qui nous ont suivis sur IRA FM 93.3. À la semaine prochaine.